Recharger sa voiture électrique, ça devient un geste de plus en plus commun pour de nombreux Français, de nombreux automobilistes dans le monde. Sauf que c'est pas forcément toujours évident de soulever les câbles de recharge qui sont souvent assez lourds, de les manipuler, a fortiori quand on est une personne handicapée. Et Ford a voulu en fait remédier à cette difficulté. Bonjour Louis Carvignon. Bonjour Pauline Ducamp. Vous êtes directeur général de Ford de France. Alors comment fonctionne cette nouvelle borne de recharge que vous êtes en train de tester qui doit justement permettre de ne plus avoir à manipuler tous ces câbles? Alors cette borne automatique qu'on a développée en collaboration avec l'université de Dortmund s'appuie tout d'abord sur deux principes qui sont deux principes chers à Ford. Le premier, c'est plus un principe d'inclusion, la mobilité pour tous. Ça, c'est pas nouveau depuis l'invention de Ford en 1903. Et puis le deuxième est là pour soutenir notre plan d'électrification massive de la gamme, avec une gamme qui sera entièrement électrique en 2030. Et donc vous l'avez dit effectivement, la recharge est facilitée pour tout un chacun. Mais néanmoins, pour certaines personnes, dont les personnes à mobilité réduite, c'est plus compliqué parce qu'il faut sortir de sa voiture, brancher le câble, même si vous êtes en plug and charge. Donc voilà. Donc du coup, on a développé cette borne avec l'université, qui est une borne qui fonctionne en fait de façon très simple. Vous arrivez avec votre véhicule, la personne à mobilité réduite, ou en tout cas le conducteur de son véhicule, va pouvoir avec son smartphone activer la borne. La borne, à ce moment-là, il y a un petit volet, alors je ne sais pas si on voit des images, un On petit le voit volet, ici voilà. sur pour Un, nos auditeurs à la radio. En fait, on voit la borne qui se lève toute seule et qui vient Tout à fait. chercher Il y a la un petit voiture. volet qui s'ouvre et la borne avec un bras qui est doté d'une caméra va aller chercher l'emplacement de recharge sur le véhicule, la trappe de recharge. Ensuite, le véhicule se recharge. L'occupant peut soit à l'intérieur du véhicule ou, imaginons, aller faire ses courses pendant ce temps-là, parce qu'à mon avis, c'est là où est le vrai usage surtout. Et puis, ensuite, lorsque le véhicule va être chargé, soit il va recevoir un message sur son smartphone, soit il va pouvoir, depuis l'intérieur du véhicule, dire avec son application Ford Pass, qui commande donc le véhicule électrique, bien c'est bon, c'est chargé, et à ce moment-là, le bras se débranche, se replie, et la personne peut reprendre son trajet. Là, vous travaillez avec l'université de Dortmund, vous le disiez à l'instant. Est-ce que votre partenaire sur tout ce qui est recharge rapide, Ionity, participe aussi? Et est-ce que cette borne, ce sera pour de la borne de recharge plutôt lente, de la borne de recharge plutôt rapide? Quelle est son utilisation? Alors, effectivement, pour l'instant, on le teste sur l'université de Dortmund, mais je crois que les vrais usages, euh, peut-être mis à part le particulier qui pourrait décider de se doter d'une telle borne chez lui, ça sera surtout de la recharge dite de destination, donc les supermarchés, par exemple, ou de la recharge dite d'itinérance. Et dans ce cadre-là, on travaille effectivement avec notre partenaire Ionity, puisqu'on fait partie du consortium. Et l'avantage, c'est que avec Ionity, évidemment, du coup, on aurait un superchargeur robotisé, donc plus de puissance. Et aujourd'hui, on le voit déjà, il commence à y avoir des bornes, des places handicapées avec bornes électriques, mais elles sont juste plus larges que les places traditionnelles. Donc le futur, c'est vraisemblablement ça, d'avoir des places handicapées dotées de bornes qui sont elles-mêmes des bornes intelligentes qui vont aider l'utilisateur à recharger son véhicule. Alors là, vous êtes en phase de test. On a une idée de l'arrivée commerciale de ce type de borne. Et est-ce que ça va coûter plus cher que les bornes classiques? Alors pour l'instant, non, on n'a pas encore de date de mise en production à grande échelle, j'allais dire. Et oui, ça coûtera forcément plus cher qu'une borne classique, surtout qu'une borne de recharge à domicile. Par contre, par rapport à une borne telle qu'on les voit dans les stations Ionity ou les autres, le surcoût sera vraisemblablement beaucoup plus facilement acceptable, d'autant plus que l'usage de la borne sera, lui, multiplié évidemment, puisqu'il y a tous les utilisateurs qui vont pouvoir Ce ne sera pas l'utiliser. réservé aux propriétaires de Ford. Non. Justement, en termes de voitures électriques, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Vous en êtes où? Vous avez donc le Mach-E, votre SUV inspiré de la Mustang dans la gamme. Ça donne quoi en termes de vente sur ce premier semestre? Alors, écoutez, on est parti assez bien avec le maquis. Au niveau mondial, on est, comme on dit chez nous, sold out. Donc, on a des délais qui sont, écoutez, un petit peu trop longs. C'est quoi un C'est-à-dire, délai un petit peu trop long un aujourd'hui? délai un petit peu trop long. Aujourd'hui, sur un maquis à commander, on va être autour de 35 semaines à peu près. Donc, oui, ça fait Oui. quand même un petit peu de délai. Après, on peut en trouver qui sont en arrivage en stock européen, donc ça peut être un peu plus court. Mais néanmoins, il y a quand même des délais importants parce que le véhicule rencontre un réel succès sur le marché. Et puis, donc, on lance le Mach-E, ça c'est côté véhicule particulier. On a lancé également, vous savez qu'on est leader en véhicules utilitaires, et donc on est en train de lancer également le e-Transit, donc qui est notre gros transit, le 2 tonnes, en version tout électrique. Et là aussi, un énorme succès, puisque en France, nous, les ventes partent vraiment très bien, et toute notre production de cette année est déjà vendue. Et vraiment, on voit que c'est un véhicule qui correspond aux besoins des artisans, en milieu urbain, mais pas seulement, en milieu urbain, périurbain, et puis ceux qui, globalement, il y a 317 km d'autonomie, autonomie record dans sa catégorie. Donc au final, ça contribue, enfin ça correspond tout à fait aux besoins des artisans en moyenne. Donc ça, c'est le début. Et puis d'ici à
2024, on va lancer 7 autres véhicules électriques, 3 véhicules particuliers, 2 SUV plus le Puma qui est notre best-seller aujourd'hui, qui va également arriver en électrique, et puis 4 véhicules utilitaires, dont le Transit Custom qui sera présenté demain officiellement. On le voit, hein, on en a parlé juste à l'instant avec la SNCF, il y a des vraies questions d'économie d'énergie. Déjà, les gens envisageaient de passer à l'électrique parce que ça coûtait trop cher de faire le plein. Là, demain, on se dit que est-ce que l'électricité va pas coûter aussi beaucoup plus cher et surtout, est-ce qu'on en aura? Est-ce que vous sentez déjà chez vos clients une sorte d'attentisme face à ces questions d'énergie, de se dire, bah, je vais peut-être pas changer de voiture tout de suite et aussi plus largement dans un contexte d'inflation, de se dire que les clients, bah, ils repoussent peut-être leur achat de voiture? Alors, plus que d'attentisme par rapport à cette question d'énergie ou d'électricité, on est plus dans une phase, je dirais, transitoire, où les gens voient bien qu'ils ne peuvent plus rester avec leur moteur à combustion classique ou un moteur diesel, puisqu'il y a beaucoup de villes avec les ZFE ou le Grand Paris, par exemple, où on sait que l'entrée va être interdite, et qui se disent qu'ils vont aller vers le tout électrique, mais qui ne sont pas encore tout à fait prêts à faire ce pas-là. Et nous, pour ces gens-là, on a développé, vous le savez, cette solution qui s'appuie sur nos moteurs hybrides avec le bioéthanol, le 85, ce qui est un petit peu le meilleur des deux mondes en réalité, puisque en cette période où le pouvoir d'achat est un peu sur les bouches sur les lèvres de tout le monde, on a la bonne proposition économique. C'est écologique puisque c'est fait à partir de résidus de mélasse de betterave, donc ça fait du CO2 biogénique, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis c'est fait en France, donc là aussi sur le cycle de vie, c'est plus vertueux qu'un litre d'essence normal. Donc on utilise ça réellement comme arme de transition pour amener des clients à Ford. Et puis ensuite, avec nos offres financières sur nos nouveaux véhicules électriques, ceux dont je parlais, eh bien on va aider ces personnes, ces clients, à faire leur transition vers le tout électrique. Parce qu'on le voit bien quand même aujourd'hui, pour la lutte contre le dérèglement climatique, c'est vraisemblablement la solution. Et économiquement, avec le prix du gaz, le prix du pétrole qui continue à... En tout cas, qu'on contrôle mal. Il fluctue très rapidement. On voit bien que c'est difficile C'est à compliqué de contrôler. s'y Donc, repérer. la solution, c'est réellement ça. Et puis, honnêtement, nous, sur toutes les études qu'on fait, entre autres auprès de nos clients de Mustang Mach-E, quand vous avez goûté aux véhicules électriques, les gens, en général, ne reviennent pas en arrière. Il y a la puissance, il y a l'accélération, il y a le silence à l'utilisation. Donc, en général, ça fait plutôt une voiture très sympathique à utiliser. Pour revenir sur le 85, c'était, si je ne me trompe pas, au premier semestre, 85% de vos commandes. Donc, c'est quand même énorme, avec notamment le Puma qui le propose et qui est un de vos best-sellers. Il y a des critiques qui se sont élevées récemment, justement, sur ces biocarburants de la part d'associations et d'ONG pour dire est-ce que finalement, à un moment où on a des questions de pénurie alimentaire, il faudrait vraiment consacrer autant de champs pour faire du carburant? Comment vous voyez cette critique? Alors, en fait, ce n'est pas une critique nouvelle, parce que je me souviens, lorsqu'on avait lancé la première fois, en 2018, un véhicule qui fonctionnait au biocarburant, on avait déjà eu cette critique. En réalité, il faut savoir, comme je te disais, le biocarburant, le bioéthanol, utilise de la mélasse de betterave. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas être trop technique, mais grosso modo, on presse la betterave 3 fois pour en extraire du sucre. Et lorsqu'il n'y a plus de sucre à extraire, il reste de la mélasse. Donc, des déchets dont on ne se Donc des servirait pas. déchets dont on ne se servirait pas. Et ensuite, au niveau européen, parce que là aussi, il faut distinguer vraisemblablement l'Europe et l'Amérique du Sud, par exemple, où on sait qu'il y a des phénomènes de déforestation. Pas ça du tout en Europe. En Europe, il y a un niveau d'incorporation qui a été fixé par la Commission européenne, d'incorporation d'éthanol dans l'essence. Parce qu'il y a de l'éthanol, évidemment, dans le 85, mais vous en avez aussi dans le samplon 95 E10, E5 avec le 98, mais à chaque fois, donc, c'est 5-10% d'éthanol. Donc, ce plafond est fixé à 7%. En France, où nous sommes le premier utilisateur, nous n'y sommes pas encore. Et il y a beaucoup de pays où ils sont à 1,5, 2%. Donc, pas de problème au niveau des surfaces alimentaires.